Les intérêts en mer Méditerranée. Le 29 mai 1453, le jour même de la sentence finale du procès de Jacques Cœur, annoncé au nom du roi Charles VII, la ville de Constantinople est prise par les Ottomans. La chute de Constantinople marque la fin définitive en tant qu'entité politique et juridique de l'Empire romain d'Orient, que l'on nomme aussi l'Empire byzantin. Au-delà de la fin d'un empire déjà moribond, la chute de Constantinople a un impact profond sur le monde. L'Empire byzantin est l'héritier de l'Empire romain et constitue un rempart traditionnel à l'expansion musulmane en Orient, d'où un vide culturel important. L'Empire byzantin marque aussi une rupture des relations entre l'Occident et l'Orient, avec une modification fondamentale des échanges de produits au débouché des routes de la soie. Le 29 mai 1453 est aussi la marque d'un réveil des réalités de l'environnement qui change de paradigme en passant du monde féodal du Moyen Âge au monde plus éclairé et plus ouvert de la Renaissance. En somme, la prise de Constantinople par les Ottomans est un événement considérable dans l'histoire qui amène le pape Calixte III à intervenir en mer Méditerranée orientale pour sauver ce qui peut l'être. Après avoir passé l'année 1455 auprès du pape, Jacques Cœur entame son ultime voyage en 1456. La prise de Constantinople par les Ottomans. Le 29 mai 1453, Mehmed II conduit le siège historique qui aboutit à la prise de Constantinople par les troupes ottomanes. En 1453, l'Empire byzantin, que l'on nomme aussi l'Empire romain d'Orient, est réduit à la portion congrue des alentours de Constantinople et du Péloponnèse. Les Byzantins ne contrôlent plus les voies commerciales entre l'Occident et l'Extrême-Orient qui ont contribué à leur richesse. Les concessions commerciales accordées aux Vénitiens et aux Génois se sont notablement accrues au fil des siècles, notamment depuis le détournement de la 4e croisade au profit des Vénitiens en 1204. Mehmed II est le 7e sultan de l'Empire ottoman. C'est la prise de Constantinople en 1453 qui lui vaut son surnom de conquérant. Il règne en qualité de sultan à 2 reprises, entre 1444 et 1446, puis entre 1451 et 1481. Dans l'intervalle, c'est son père, Mourad II, qui a repris le pouvoir. Mehmed II est curieux de littérature et de beaux-arts. Il écrit des poèmes en turc et en persan. Il compose des chansons. Il s'intéresse à la philosophie, aux sciences et à l'astronomie en particulier. Mehmed II a appris l'arabe, le persan, l'hébreu, peut-être le latin et le grec. Mehmed II, âgé de 19 ans, succède à son père Mourad II, mort en février 1451. Dès le début de son second règne en 1451, Mehmed II se concentre sur le projet de faire de Constantinople la capitale de son pays. Il a conscience que posséder Constantinople sera une source de richesse et qu'ainsi il aura le contrôle du commerce en mer Noire et en mer Méditerranée. En 1451, Mehmed II fait appel à un ingénieur hongrois nommé Orban pour fabriquer un nouveau canon géant qui aura un rôle déterminant dans la prise de la ville. En 1452, Mehmed II fait construire sur la rive européenne la forteresse de Roumélie, en face de celle que Bayezid Ier a construite sur la rive asiatique sous le nom de forteresse d'Anatolie. Au cours de ces préparatifs, Mehmed II renouvelle les traités de paix signés avec la Serbie et la Valachie et signe un nouveau traité de paix avec la Hongrie. En avril 1453, Mehmed II assiège Constantinople en détruisant tout aux environs et en enfermant la population dans ses murs. Le 19 avril 1453, 2 tours sur roues sont construites pour pouvoir franchir les murailles légendaires de la ville. La bataille devient sanglante et Mehmed II se rend compte que tant que sa marine n'entre pas en jeu, la ville pourra continuer à être soutenue par les navires vénitiens et génois. Il faut trouver un moyen de pénétrer dans la Corne d'Or, mais celle-ci est bien défendue à son entrée par un système de chaînes. Mehmed II imagine alors de tirer ses bateaux à terre sur la rive européenne et de les faire entrer par l'extrémité de la Corne d'Or le 22 avril 1453.
La marine ottomane se trouve ainsi au milieu de la ville et elle peut bombarder ses murs depuis l'intérieur. Les boulets de 600 kg tirés par le canon géant d'Orban font de terribles ravages. Entre le 23 et le 25 mai, Constantin XI, voyant que la défense ne tiendra plus longtemps, accepte, sur la proposition d'un envoyé de Mehmed II, d'entrer dans des pourparlers de paix avec le sultan. Mehmed II exige le paiement annuel d'un tribut de 100 000 besants d'or, faute de quoi les Byzantins n'auront plus qu'à quitter la ville en emportant leurs biens ou à subir l'assaut de l'armée turque. Constantin XI ne peut que refuser de telles conditions. Dans la nuit du 28 au 29 mai 1453, vers 1h30 du matin, les conquérants se livrent au pillage, au viol et à toutes sortes de profanations. Ils massacrent, sans distinction de sexe ni d'âge, les habitants qu'ils rencontrent. Mehmed II entre dans Constantinople dans l'après-midi du 29 mai 1453. Escorté de vizirs, de pachas, d'oulémas et de janissaires, Mehmed II se rend à la basilique Sainte-Sophie. Là, montant en lambon, un lieu surélevé d'où est lue la Bible pendant la messe, en compagnie d'un imam, il récite la prière musulmane, puis pénètre dans le sanctuaire, monte sur l'autel, le foule aux pieds dans une attitude de profanation, puis s'agenouille pour y faire la prière musulmane. Ainsi, la basilique chrétienne est de ce fait transformée en mosquée. La réponse du pape Calixte III. Jacques Cœur prépare pour le compte du nouveau pape Calixte III une expédition en mer Méditerranée orientale afin de préserver ce qui peut l'être des menaces des Ottomans qui sont maîtres de Constantinople depuis le 29 mai 1453. Le nouveau pape envisage une croisade contre les Ottomans. Jacques Cœur y contribue pour partie avec ce qui lui reste de sa fortune. 200 000 écus d'or sont consacrés à l'armement d'une flotte de navires destinés à venir en aide aux îles vénitiennes et génoises de la mer Méditerranée orientale. Jacques Cœur reçoit le titre de capitaine général des galères papales. La réponse du pape Calixte III. Jacques Cœur embarque en 1456. L'expédition passe par Rhodes, puis il aborde l'île génoise de Chios, au large d'Izmir, l'un des débouchés des routes de la soie. Pendant son séjour sur cette île, le capitaine général est blessé, ou ce qui semble être la version la plus probable, tombe malade d'une maladie infectieuse de type dysenterie, contractée lors des mauvais traitements en prison. Au rang de la mort, il écrit à Charles VII pour lui recommander ses enfants. Jacques Cœur meurt le 25 novembre 1456. À ce jour, le mystère de sa mort est entier. Sa dépouille est ensevelie au milieu du chœur de l'église des Cordeliers de la ville de Chios, église qui sera par la suite détruite par les musulmans. La descendance de Jacques Cœur. Charles VII, par lettre patente datée du 5 août 1457, restitue à Ravan et à Geoffroy Cœur
une faible partie des biens de leur père. Sous Louis XI, Geoffroy, qui est maître d'hôtel de ce roi, obtient la réhabilitation de la mémoire de son père et des lettres de restitution plus complètes. Mais les contestations qui s'élèvent à ce sujet entre la famille Cœur et le comte Antoine de Chabannes ne prennent fin que sous Charles VIII, au moyen d'une transaction entre Isabelle Bureau, la veuve de Geoffroy, et le fils d'Antoine de Chabannes.